Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur l'agilité, aventure humaine et culture entreprendre. Je suis Frédéric Dufaux, je travaille avec mon épouse Christelle. Voilà, on a créé notre cabinet de coaching et de formation dans lequel on travaille sur les équipes, les individus, les organisations et des formations autour de l'agilité et du management, notamment le management 3.0. Un petit clin d'œil au volet là sur mon image, puisque je vais faire des petits rapports entre le monde du volley que je connais depuis 30 ans, dans lequel j'ai fait, voilà, je suis entraîneur, et ce rapport justement à l'entreprise où ben, je retrouve au quotidien et je me retrouve souvent comme un coach sportif qui aide l'équipe à être performante de manière soutenable et durable. Donc on va voir en 4 points un petit panorama de l'agilité. Alors c'est un court moment, donc je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail, donc on pourra se voir plus tard pour détailler ça et vous pourrez nous contacter. Un petit retour d'expérience de 15 années, donc ça va être là aussi assez rapide, mais pour voir que tout ça, ce n'est pas un effet de mode, ça fait un moment que ça existe et on va même aller plus loin que ça. Enfin, qu'est-ce que l'agilité pourrait vous permettre d'accomplir dans votre entreprise, notamment sur des entreprises qui pourraient devenir plus apprenantes. Et en dernier point, quelques clés pour développer sa capacité individuelle d'adaptation. Donc l'agilité avec un grand A, je ne sais pas si vous avez pu assister ou écouter la table ronde et la conférence qu'il y a eu hier sur l'agilité. Mais avant tout, c'est une affaire d'hommes qui doivent avoir un esprit d'ouverture, cette capacité à continuellement inspecter ce qu'il fait, s'adapter pour mieux réagir, mieux satisfaire, mieux se satisfaire, avoir le courage de se dire les choses, avoir le courage de se dire ce qu'on est capable de faire, en transparence, transparent justement sur nos ambitions, transparent sur nos enjeux, transparent sur notre vision de l'entreprise et transparent sur la capacité à réaliser, la capacité à ne pas réaliser, la capacité à savoir décrire ou ne pas décrire les choses. Bref, on va arriver en toute simplicité à amener que finalement chacun se respecte dans justement sa capacité à avoir une certaine charge de travail, se respecte aussi dans sa connaissance des sujets et puis aussi qu'on respecte le client final, celui pour qui on fait tout ça, celui qui fait que tous les jours on travaille. Un collègue dit, Jean-Claude Grosjean, l'agilité, c'est une capacité d'organisation à ravir ses clients et ses employés. C'est ça qui est important, hein. Ce n'est pas seulement le client, c'est aussi les employés. On a envie que tout le monde ait la pêche, la banane de faire tout ça, tout en s'adaptant à temps au changement de son environnement. Donc on entend parler d'environnement VUCA, complexe, incertain. Aujourd'hui, il faut être compétitif. On a des moyens digitaux qui nous permettent d'être encore plus rapides. Et puis, il y a une course effrénée voilà, à la compétitivité, à se démarquer, à innover. Et donc, c'est là où l'agilité va pouvoir vous aider dans cet état d'esprit-là. Alors, panorama de l'agilité depuis 60 ans, je vais faire un balayage comme ça en rebondissant. Donc, pour ceux qui sont à distance, j'espère que vous voyez un petit peu les slides. C'est pour dire que tout ça n'est pas né seulement en 2001 quand on a écrit le manifeste agile, quand certains Américains, plutôt du monde de l'informatique, se sont réunis pour parler de ces valeurs-là dans lesquelles ils se retrouvaient. C'est aussi des choses héritées de M. Deming, 1956, sur la route de Deming, qui était une première démarche d'amélioration continue qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie, qui a été finalement quelqu'un qui a formé M. Taishi Ohno, qui a créé le Toyota Production System, ce que vous connaissez peut-être sous le Lean Engineering, Lean Management, des choses comme ça. Donc tout ça, en fait, a nourri les uns les autres de ces démarches-là dans le but de satisfaire l'utilisateur, dans le but de redonner du sens, et avec des méthodes qui sont nées, certaines aussi avec des métaphores sportives, notamment la méthode Scrum, qui est un cadre de travail d'équipe, pas seulement dans l'informatique, mais qui permet à une dizaine de personnes d'arriver à s'organiser et de favoriser la collaboration et la génération de valeur. Et quelques méthodes, notamment la méthode Kanban qui est ici du Lean. Et on va pouvoir combiner ces méthodes-là, Scrum et Kanban, et puis faire finalement ce qui est important pour nous au quotidien, c'est trouver la bonne méthode dans le bon contexte, dans cette recherche de valeur. On va pouvoir s'adapter puisqu'on est dans de l'agilité. Et puis à un moment donné, dans cette adaptation, c'est aussi inclure les personnes, aller plus loin. Et donc il y a des méthodes, des cadres de travail qui vont nous permettre d'aller chercher encore plus loin dans l'entreprise des acteurs du marketing, des acteurs du commerce, des acteurs du service support,
des acteurs, si vous êtes plutôt dans le monde de la pâtisserie et la boulangerie, ben, les personnes qui vont vendre les gâteaux, c'est toute la chaîne finalement qui touche le produit que l'on va délivrer à l'utilisateur. On va les inclure dans ces démarches et il y a des méthodes comme Less, Safe qui existent et qui vont permettre de vous guider dans l'implémentation de ces démarches. Mais là, on est dans de la méthode, on n'est pas dans... On est encore, voilà, on n'est pas au niveau de l'agilité, on est plutôt au niveau des méthodes agiles et des cadres de travail agiles. Parce que tout ça repose sur, avant tout, un état d'esprit, une culture qui est le savant équilibre et alignement entre le être agile et le faire agile. C'est à la fois, alors j'ai mis quelques petits repères, c'est à la fois transparence, simplicité, courage, feedback, et en même temps des outils pour satisfaire cela. Typiquement, si je suis transparent, simple et courageux, je vais communiquer en face à face aux personnes avec qui je veux collaborer. Je ne vais pas envoyer un petit mail à 40 personnes pour leur dire quoi faire. Si je suis dans de la pratique, justement, qui favorise tout ça, je vais aller voir les personnes. Quand tu fais ça, je préférerais que tu fasses ça, ou si tu fais ça, ça permettrait de mieux satisfaire l'utilisateur. On se dit les choses. Il va falloir trouver des techniques pour entrer en interaction avec les autres personnes. Et des méthodes, c'est ce que je vous ai un petit peu montré juste avant. Il y a des méthodes, notamment Scrum, Kanban, Less, Safe, qui vont nous permettre justement de plus facilement mettre en place les choses. Ils vont nous permettre d'avoir un cadre qui ensuite va nous permettre de tester, d'expérimenter les choses. Mais vraiment, les deux vont ensemble. Je vois beaucoup d'entreprises qui font de l'agile, mais qui n'ont pas forcément l'état d'esprit. Au bout d'un moment, comme un soufflet, ça retombe, parce que finalement, ça n'y est pas. Et puis, il y en a d'autres qui ont déjà ça. Finalement, quand je leur explique ça, ils me disent « mais on connaît, mais c'est du gros bon sens. On le faisait il y a 30 ans, mais on s'est oublié. » C'est juste retrouver justement ce qu'on faisait à l'époque qui marchait bien, mais qui s'est un peu perdu dans cette course effrénée. Donc, justement, je disais ce que j'ai vu dans les entreprises depuis 15 ans. Alors, j'ai eu, avant tout ça, mon déclencheur, ça a été mes réflexions sur l'humain, sur ma place dans ces équipes-là, sur comment je pouvais prendre ma place et comment je pouvais être efficace. J'ai découvert ça quand j'étais jeune avec Bruce Lee. Pourquoi j'aimais Bruce Lee? Parce qu'il a inventé un art martial qui était le mélange d'autres arts martiaux et il a osé, je dirais, affronter d'autres grands maîtres et même il y en a un qui l'a combattu pour lui montrer que son art martial était aussi bien. Il s'est adapté parce qu'il trouvait que c'était plus utile. Une autre personne que j'ai mis là, je ne vais pas tous vous les citer, mais Bernard Saint-Martin dans le volley, c'est celui qui m'a permis dans le volleyball de voir que finalement on pouvait se démarquer et faire que les équipes deviennent championnes. Typiquement, c'est quelqu'un avec qui j'ai entraîné les équipes nationales à l'Union, donc c'est près de Toulouse. On est jusqu'à National 3 et puis même les équipes sont allées jusqu'à National 1. Il se démarquait totalement de cette façon de faire et c'est quelqu'un qui m'a permis, moi, personnellement, de me révéler dans le leadership, dans justement cette façon de parler, d'être capable de parler devant du monde. Et ça a été ce déclencheur-là, c'est se questionner sur ma place, questionner sur l'utilité de ce qu'on fait. L'utilité de gagner un match ou non, l'utilité de faire un geste ou non. Donc c'est ça que j'ai ensuite transposé. Et il y avait différents acteurs, donc j'ai mis là, je mettrai les slides à disposition sur le système. 4 personnes que j'ai mis là avec le petit sigle de l'agilité, pour ceux qui sont à distance, donc c'est ici. Fabrice Emetti, qui est un confrère sur l'agilité, qui est autour des approches narratives, qui fait aussi du coaching. Claude Aubry et Thierry Cross, qui sont 2 personnes qui m'ont inspiré déjà il y a plus de 16 ans maintenant dans l'association Agile Toulouse et qui ont amené notamment la méthode Scrum et notamment la méthode Extreme Programming sur Toulouse et aussi en France et qui ont écrit des livres. Et Jean-Claude Grosjean, qui est quelqu'un qui fait du coaching et qui amène des livres autour de la culture agile, l'agile dans les HR. Et enfin, M. Dominique Pont, qui est quelqu'un qui m'inspire sur cette agilité, au-delà de l'informatique, au-delà de l'entreprise, et qui fait ça autour de la clinique et bien au-delà de la clinique, puisque vous l'avez entendu mardi, il est détaché du ministère de la Santé. Et dans ces initiatives, il y a pas mal de choses inspirantes. Il m'a inspiré et ça me permet de sortir du cadre et de me dire que finalement, dans toutes ces expériences que j'ai rencontrées, tous ces acteurs que j'ai pu voir, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Alors j'ai mis différentes dates, j'ai mis différents lieux, c'est un peu fouillis de loin, mais pour dire que ça fait un moment que tout ça, ça existe. Moi, j'ai découvert ce terme agile en 2004 au travers d'un cours du soir au CNAM, ici d'ailleurs, c'était à l'époque les cours.
Et ce prof nous a parlé de Scrum, nous a parlé de Stream Programming. Et j'ai vu que finalement, ce que j'avais mis en place dans mes équipes, où j'avais juste transposé ma posture d'entraîneur en volleyball dans mon équipe d'informaticiens, ben finalement, il y avait des méthodes qui me permettaient d'être plus rigoureux sur telle ou telle chose, favoriser la collaboration, favoriser la transparence. Et ça a été mon départ. Et voilà, j'ai travaillé plutôt dans le spatial et dans l'industrie. J'ai participé à des campagnes de tir pour des tirs satellites à Kourou ou à Baïkonour. C'est là vraiment l'agilité où, à un moment donné, on doit délivrer au bon moment, à la bonne qualité, avec la bonne quantité de fonctionnalités, parce que le satellite, là, il part dans 2 mois, il part, quoi. Et quand il sera dans l'espace, à l'époque, on ne pouvait pas exactement les mettre à jour, il fallait qu'ils soient complets. Donc c'était déjà goûter à ce qu'est cette agilité où on respecte ces jalons-là, tout en impliquant toutes les personnes de l'entreprise, donc ceux qui fabriquent le satellite, ceux qui vont l'opérer, ceux qui vont l'exploiter, ceux qui le développent. Des parcours aussi dans le spatial et tout ce qui est autour des observations et d'autres environnements pour faire des systèmes qui vont permettre d'observer le ciel, des logiciels qui vont être plus dans une approche scientifique. Et là, l'agilité nous a aidés justement à construire ensemble ce produit qu'on ne savait pas décrire au début. On savait qu'on voulait récupérer de la donnée de l'espace, on savait qu'on voulait détecter tel ou tel phénomène, mais on ne savait pas comment faire, on n'avait pas la solution. Et ça nous a permis par petits pas de trouver le produit qui correspondait et qui était utile pour notamment des astronomes ou d'autres personnes scientifiques. Donc là aussi, ce que je ramène, c'est le fait que cette agilité est utile dans un milieu complexe, incertain sur la façon de réaliser le produit, incertain sur la destination. Parce qu'on n'a pas exactement, on sait ce qu'on aimerait faire, mais après, il va falloir ensemble co-construire cette solution-là. C'est là où ça va être intéressant. Sur plus en bas, hop, ici, là, voilà. Une entreprise qui travaille sur la monétique, qui a une réflexion sur ses collaborateurs qui sont technologiques, techniques, compétents, mais on voudrait les fidéliser, on voudrait redonner la motivation, redonner du peps. Et dans cette démarche-là, ça a été de réinclure tous les collaborateurs dans la conception des produits qu'ils faisaient. Et puis au fur et à mesure de cette implication des personnes, ça a été les impliquer dans le fonctionnement dans l'entreprise. Et même quand ils ont créé un deuxième bâtiment, les collaborateurs ont été impliqués dans le design, dans la réflexion et les architectes sur le nouveau bâtiment qu'ils ont fait construire. Voilà, c'est allé jusque-là, quoi, finalement. Et pour chacun, ait envie et trouve du sens à venir travailler tous les matins et à donner le meilleur de lui-même. Un autre accompagnement qu'on a pu faire avec un pâtissier boulanger, c'est transposer cette démarche-là. Alors, pour ceux qui connaissent le développement logiciel, on parle de développement piloté par les tests. C'est intéressant pour un pâtissier, quand on fait un gâteau, quand on fait une crème, quand on fait un chou, qu'est-ce que c'est qu'un développement piloté par les tests ? C'est utiliser sa balance, c'est peser, c'est goûter, c'est sentir, c'est des gestes. Et on voit, voilà, on peut transposer les choses. Lui, il fait tout ça au quotidien. Et c'est au sens, un peu comme on en a parlé hier lors de la table ronde, l'artisan, la fierté de faire le produit de la meilleure façon, avec le meilleur geste pour vraiment valoriser le produit auprès du client final. Voilà, c'est cette transposition-là. Et un acteur, je l'ai mis au milieu, un acteur de l'aéronautique qui a cette réflexion-là, voilà, de mettre en place cette démarche agile à l'échelle pour inclure les différents niveaux dans l'entreprise, pas seulement ceux qui le développent, mais aussi ceux qui voient les utilisateurs sur le terrain, les utilisateurs de ces objets volants étant ceux qui les fabriquent, étant ceux aussi qui vont les opérer au quotidien, les compagnies aériennes notamment. C'est inclure toutes ces personnes-là, ceux qui vont aussi les réparer, pour faciliter, dans le but, tout ça, de faire que le produit soit au maximum, le plus utilisé. Et puis ensuite, éventuellement, s'il peut être écolo, ça va être encore mieux. Un petit clin d'œil en bas sur le petit train. C'est la métaphore que vous voyez souvent quand on parle en ce moment d'un cadre de travail agile à l'échelle qui s'appelle SAFE. Voilà, on entend parler beaucoup, voilà, les gens prennent le train ou on monte dans le train. Il y a une métaphore du fait de dire que ces produits-là va être le fait d'embarquer 100 à 600 personnes dans un contexte agile et toutes les 2 semaines, ils vont délivrer de la valeur.
Et toutes les 10 semaines, ben, on va célébrer là ensemble et on va ensemble réfléchir à comment mieux faire sur les étapes suivantes. Donc, levier de transformation, la première chose, c'est donner envie. Donc ça, c'est un petit conseil que je dirais aux dirigeants qui pourraient m'écouter ou aux personnes qui auraient envie d'embarquer et d'aller vers cette trajectoire agile. Il y a d'abord une intention, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez faire sur votre produit? Ça, c'est la première des choses. Un petit clin d'œil à Simon Sinek, donc, qui a écrit un livre qui est Start with Why. La première chose, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Donner du sens pour embarquer vos collaborateurs, vos salariés dans ce futur désirable. Hop, je vérifie mon chrono. Excusez-moi. Donc pour ce faire, ça doit être une démarche inclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir dans sa tour d'ivoire au devenir de l'entreprise. On n'aura pas l'adhésion des personnes, on va avoir un fossé. Le but, ça va être effectivement de construire cette vision, de la partager, mais de chercher le feedback. On parlait toujours de transparence, de courage, de simplicité. Ça se fait à tous les niveaux de l'entreprise. Ce n'est pas seulement au niveau de ceux qui travaillent, ceux qui génèrent les produits. Et pour ça, dans cette démarche inclusive, ça va être oser, ces petites images avec la charrette, ça va être oser challenger le statu quo. Oser chercher faire mieux. Et dans cette démarche-là, c'est ce que je rencontre parfois. Bon, j'ai la chance depuis 5 ans de rencontrer plutôt des démarches qui sont engagées dans une réflexion du changement et non pas dans un changement qui va ensuite être, je dirais, nivelé dans un carcan de process, un carcan finalement où il n'y a pas une si grande marge de manœuvre. Donc c'est ce petit clin d'œil-là pour dire que ce changement-là, on doit d'une part l'accompagner, on doit le réfléchir, et c'est surtout que ça va impacter toutes les personnes de l'entreprise. Et ça va forcément impacter votre utilisateur final. Il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte au niveau du middle management. Il faut le prendre en compte au niveau des personnes qui vont porter la vision produit. Il va falloir le prendre en compte au niveau des ressources humaines. Ça va être totalement différent. Ça va chambouler totalement votre entreprise. Et ça, il faut une réflexion à poser, quoi. Parce que dans cette agilité, hier on en a parlé lors de la table ronde, on a l'humain avant tout, on a les équipes et l'organisation. Ce qu'on cherche, c'est révéler le potentiel de chacun. Ça, c'est la première des choses qu'on cherche à faire, puisqu'on parlait de transparence. C'est qu'est-ce que chacun peut amener et comment chacun peut amener le meilleur de lui-même. Pour ça, la petite image que j'ai mise sur la gauche, ce n'est pas une transformation de l'humain. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller d'un état A à un état B. On va transformer l'organisation. On va peut-être transformer nos façons de faire. On va peut-être mener une transformation digitale. Mais c'est avant tout, finalement, un moment, une opportunité que chacun retrouve ce pourquoi il était rentré dans l'entreprise. J'ai montré les triples cercles là qui sont en fait ce qu'on appelle de M. Collins, c'est le petit hérisson de Collins. C'est on cherche à ce que chacun trouve sa place là où il est le meilleur, dans ce qui le passionne et qui en plus rapporte à l'entreprise. Et vous le trouvez sous une forme aussi avec 4 cercles qu'on appelle le Ikigai. Voilà, vous pouvez retrouver ça. Là, réellement, si la personne se trouve à l'intersection des 3 cercles, elle va donner le meilleur et elle va s'éclater. C'est ça qu'on va rechercher à faire. Et non pas, comme on le voit dans certaines entreprises, des personnes qui sont bons en endroit et ça rapporte à l'entreprise. Mais ouais, mais ce n'est pas ce qui les passionne. Donc comment faire pour retrouver ça? Et peut-être qu'il y a des temps pour le faire. Il y a des temps pour faire les choses parce qu'il faut sortir un produit. Et puis il y a des temps où on va devoir s'oxygéner, se ressourcer. Alors pour tout ça, c'est une petite chose que j'ai listée en bas à droite. Allez, on va se former. Ce qu'on connaît classiquement, c'est des formations sur les compétences. Mais pas seulement, des formations aussi sur le savoir-être, le savoir communiquer, le savoir transmettre. Ce n'est pas évident, hein. On sait des choses, on a des experts, on aimerait les transmettre, mais on ne sait pas forcément, on n'a pas la bonne chose. Notamment, le mentoring est intéressant. Dans tous les projets que j'ai pu voir depuis 15 ans, c'est
énorme en termes de synergie entre des seniors et des juniors, la transmission. Comment on rend pérenne une connaissance et comment ça devient vraiment un patrimoine. Développement personnel des personnes et enfin du coaching. Donc, dans ce que je vous dis, c'est ce que nous faisons, un coaching au sens large et coaching personnel, coaching d'équipe, coaching des managers, coaching des dirigeants. Mais pour faire tout ça, une fois qu'on a réveillé cette intelligence collective, une fois qu'on a commencé à faire en sorte que chacun de nous donne le meilleur de lui-même, une fois qu'on l'a mis en relation sous forme d'équipe, on va travailler sur cette intelligence collective pour avoir vraiment non pas la somme des personnes, mais que ça soit vraiment le produit de l'ensemble de ces cerveaux. Hein. Et pour ça, ce que je disais tout à l'heure quand j'ai présenté les valeurs, c'est on doit mettre en place un écosystème, un environnement qui va permettre d'oser, qui va permettre d'essayer des choses différentes, puisque si on continue tel qu'on le fait, peut-être qu'on n'atteindra pas le résultat. Et le but de tout ça, c'est d'apprendre. Le petit logo que j'ai mis là de cette boucle itérative, c'est notamment la méthode Scrum ou la méthode Kanban ou ces méthodes plus à l'échelle, vont permettre sous forme d'approche itérative, par petits pas, de fixer des petites échéances pour arriver à un point de rendez-vous. Et ce point de rendez-vous sera l'occasion de regarder quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, voilà, sur quoi on pourrait devenir encore meilleur. Donc ça, c'est une démarche qui est évidente dans le sport, que j'ai rencontrée depuis 30 ans dans le volleyball. Toutes les semaines, j'entraîne mes équipes, et j'entraîne mes équipes pas comme ça à l'aveuglette. C'est en fonction des matchs qu'on a fait, en fonction des analyses vidéo que je vais faire, que je vais ensuite orienter l'entraînement que je vais faire dans la semaine, dans le but de gagner le match suivant. Mais le match suivant, on ne va pas jouer contre la même équipe. Donc je vais aussi, moi, y injecter des choses que je connais par rapport à l'équipe qu'on va affronter. Mais là, c'est un petit peu ce qu'on cherche avec l'agilité. Si on se bat avec nous-mêmes, on se bat peut-être contre des concurrents pour sortir un produit plus tôt, et puis on se bat contre nos peurs. L'objectif, c'est d'avancer ensemble pour délivrer ce qu'on s'était dit qu'on délivrerait. Et ça va permettre d'innover, parce que justement, ce cadre de confiance va permettre à chacun de se libérer, et va lui permettre de faire le petit pas de côté, dans un cadre serein, et cette fameuse transformation qu'on entend, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais là finalement on n'aura pas besoin de sortir de la zone de confort puisqu'on sera déjà dedans. Essayer, innover, tenter des choses, c'est courant. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est, dans ce qu'on disait hier, dans la table ronde sur l'agilité, à un moment donné j'en avais parlé, je n'aime pas moi personnellement ce terme droit à l'erreur, parce que déjà il y a le mot erreur, et si je dis à quelqu'un tu as droit à te tromper, il va penser seulement à c'est quoi se tromper. Ah, si je fais ça, je me trompe. Mince, je l'ai fait, je me suis trompé. Mince, comment je fais? Moi, je préfère parler de droit à apprendre. Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu apprends? On va célébrer les apprentissages. Un petit clin d'œil à Jürgen Appelo sur le management 3.0. Les entreprises qui ont vraiment ancré des démarches agiles dans leur organisation, vous avez l'exemple comme Spotify, qui est un des plus connus, ils ne célèbrent pas les succès toutes les 2 semaines, ils ne célèbrent pas non plus les échecs toutes les 2 semaines, ils célèbrent les apprentissages. Ça, c'est énorme. Si vous faites ça dans votre entreprise, il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher, qui va s'opérer. Et voyez-le aussi avec un enfant, tout simplement. Un enfant, vous lui demandez de faire quelque chose, il va chercher la fierté de ses parents, il va chercher la fierté du professeur, il va chercher à réussir. Et peut-être que vous lui aurez donné des indicateurs pour ça. Par contre, si vous lui dites, peu importe ce que tu fais, mais dis-moi ce que tu as appris. J'ai appris que si je mettais le pied comme ça, mon vélo est tombé. Si j'ai appris qu'en mettant le guidon comme ça, finalement, ça va plus droit. Finalement, au bout d'un moment, il va simplement réussir. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire au niveau de l'entreprise. Et pour finir, justement, une fois qu'on arrive à ce moment-là, il faut vraiment totalement débrider le potentiel d'organisation. Et par rapport à cet accompagnement-là, je vous disais tout à l'heure, il faut changer l'accompagnement parce qu'on va totalement travailler sur des savoir-faire et savoir-être. On en parlait un petit peu hier lors de la table ronde. Au niveau du recrutement, on va voir que finalement, il y a un process qui est légèrement adapté dans la mesure où c'est les équipes qui vont participer au recrutement de leurs équipiers. Certaines équipes vont élire leur manager ou leader.
Voilà, tout simplement, parce qu'il y a un aspect reconnaissance. Il y a un aspect qui va permettre de finalement trouver la personne qui est le plus amène de nous amener en avant. Ou pour un recrutement, c'est se dire, ben, toi, en fait, on pense que tu as le bon profil, ou on aimerait dans notre équipe parce qu'on a besoin de ça, et on a senti chez toi que tu allais amener ça, et on sent que tu as une appétence, on sait que tu as envie de nous amener quelque chose. On pense aussi qu'on peut t'amener sur ça. Ok, tu as des compétences, celle-là, c'est pas grave, tu es peut-être moins compétent pour ça, mais c'est pas grave. Par contre, tu as une envie d'apprendre, tu as une envie de nous donner, tu as une envie de partager, et c'est ça qu'on va rechercher dans notre équipe, c'est avoir cette synergie-là et cette complémentarité-là. Et donc cet accompagnement aussi se fait par petits pas, quoi. Donc au niveau des, ce qu'on appelle le Agile HR, donc des ressources humaines agiles, on a un process qui est différent et qui va permettre finalement à chacun non plus de vivre ou de subir ces changements ou de subir l'agilité, c'est vraiment de tirer les uns et les autres vers le haut. On va vraiment travailler sur cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide, et qui fait que chacun va pouvoir développer cette agilité intérieure parce que finalement, comme il se sent fort avec les autres, il se sent protégé par son équipe. Une équipe étant, je vous ai dit, autour de 9 personnes, et donc dans les organismes que je côtoie, on va avoir 10 équipes qui vont se côtoyer, et puis on va avoir comme ça et ensemble aussi, ils vont faire corps. Et c'est ça qui va être important, c'est que finalement, une fois qu'on se sent bien, une fois qu'on se sent reconnu par ses pairs, eh bien, on va être amené à vouloir tenter des choses. Et puis, au fur et à mesure, ça va nous permettre justement de révéler des choses qu'on avait oubliées. On a parlé hier un petit peu de pédagogie. Ben, il faut réveiller l'enfant qui est en nous, qu'on a oublié, que peut-être certaines formations nous ont fait oublier, parce qu'on était trop orientés sur les compétences. Et là, enfin, on va pouvoir sortir du cadre. Et donc, chercher un alignement continu entre finalement ce que notre corps est capable de faire, ce petit écart qu'on va faire pour penser différemment. Et ce qui est important là en bas, c'est dans ce petit schéma que j'ai voulu faire, c'est Peter Drucker qui en parle, c'est si vous voulez penser différemment, il faut faire différemment. Et c'est en faisant différemment qu'on peut penser différemment. Donc des entreprises que je côtoie qui cherchent à rendre autonomes leurs collaborateurs, terme que je n'aime pas trop puisque je ne rends pas autonomes les personnes. L'autonomie est juste une conséquence. Je vais donner les moyens, donner l'envie. Je vais leur donner un cadre, un terreau fertile qui va leur permettre d'essayer des choses. Mais en faisant différemment ensemble, ils vont collaborer. En ayant les moyens de faire différemment, je vais penser différemment. Je vais penser collectif. Je vais penser client. Je vais penser rythme soutenable. Je vais penser tout ça. Donc ça, c'est ce qui n'est pas évident et ce qui amène ces démarches-là. C'est par petits pas, on va amener justement à se prouver à soi-même et se prouver les uns les autres qu'on est capable de faire différemment. Et au fur et à mesure, le fait de célébrer ces apprentissages, célébrer ces succès, va permettre que finalement, on va se dire, ben ouais, je peux compter sur les autres. Ils peuvent compter sur moi. Le client est satisfait. On a du feedback. Le business est content que le client final soit content. Donc, ils vont nous soutenir sur nos initiatives. On va pouvoir continuellement améliorer le système. Et donc, c'est cette boucle-là qu'il va falloir chercher à faire. Et avec le petit cerveau et le cœur que j'ai mis en bas, c'est tout ça aligné à vos valeurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tout ça, et on le voit en ce moment avec les générations Y et Z, il faut que ça corresponde à ce en quoi vous croyez. Si à un moment donné, vous ne croyez pas en ce que vous faites, si à un moment donné, ça ne correspond pas à vos valeurs, ben forcément, vous n'allez pas pouvoir donner le meilleur de vous-même. Donc, il va falloir oser être transparent sur ce en quoi vous croyez, sur ce que vous voudrez amener dans le système. Et donc, c'est par ça que je voudrais finir, par cette petite bande dessinée. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire depuis 15 ans, notamment sur Toulouse, dans l'agilité. Et puis, je participe à d'autres communautés agiles en France. Et puis, au-delà de l'agilité, c'est au niveau du coaching accompagnement. C'est chacun fait sa part, un peu comme cette petite fille qui dit que voilà, elle commence à rendre plus vers les choses, mais il y a d'autres personnes qui existent. Et donc, pour vous tous qui m'écoutez, c'est vous dire que l'agilité, c'est peut-être pas faire tout le temps agile, mais être agile, on peut toujours l'être. Penser ensemble, on peut toujours l'être. Et penser tous ensemble, dans un objectif commun, on sera plus fort, on ira plus loin. Ça mettra un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est grâce à ça qu'on ira surtout plus loin et qu'on trouvera du sens au quotidien. Donc si chacun fait sa part,
on sera beaucoup plus fort, et pas seulement des entreprises, mais aussi dans les milieux sociaux, dans nos communes, sur notre territoire et en tant que citoyen. Donc je pense que l'agilité peut être au-delà, et donc il y a des pistes au niveau des pédagogies, il y a des pistes autour de la citoyenneté. Et puis à vous de jouer pour transposer ça, comme j'essaie de le faire avec mon épouse voilà, depuis 5 ans. Et rendez-vous donc sur notre stand si vous voulez en discuter plus en détail. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une question. Oui, pardon. Comment faites-vous, comment vous positionnez-vous face à des chefs d'entreprise qui vont vous opposer la notion de retour sur investissement? Parce qu'on demande de la disponibilité, ça va demander du temps. L'objectif à atteindre est connu de façon macroscopique, mais pas précis. Comment luttez-vous contre l'état d'esprit justement du retour sur investissement? C'est effectivement le point compliqué au début. C'est que quand j'arrive, en général, j'arrive. Alors, je vous ai dit, voilà, quelqu'un qui va essayer d'améliorer la qualité, quelqu'un qui va essayer d'améliorer l'implication des personnes, ou qui veut favoriser la synchronisation entre les différentes équipes. Et donc, dans la mise en place, la première des choses, c'est que le fait que je vienne, le fait que j'interagisse avec les équipiers, première des choses, je vais leur prendre du temps. Donc déjà, le fait qu'on vienne et le fait qu'on se pose 3 secondes pour réfléchir à la problématique fait que déjà, on va générer, entre guillemets, plus de retard que ce qu'il a actuellement. Ça, c'est le premier truc. Et c'est un petit peu le clin d'œil qu'on fait hier, c'est il faut ralentir pour accélérer plus tard. Il ne faut pas accélérer tout chousse. Donc ça veut dire qu'il y a ce temps d'introspection qui est un investissement fort et qui va demander de travailler, et notamment de faire du coaching sur le dirigeant, pour travailler sur son lâcher-prise. Parce que pendant un temps, il ne va pas maîtriser. Il y aura une espèce d'arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on va continuer bien sûr à travailler tel qu'on le fait, mais à un moment donné, c'est arrêter de critiquer, arrêter de dénigrer ce qu'on est en train de faire. C'est partons, regardons ce qu'on fait. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et aller beaucoup sur de la mesure. Ça, c'est la difficulté qu'on a, c'est mesurer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la clé de l'ensemble. Mesurer la satisfaction des collaborateurs, mesurer la satisfaction du client. Parce que finalement, si les collaborateurs sont si les collaborateurs sont contents, si les clients sont contents, finalement, quel est le problème de ce manager? Peut-être que ce manager ou ce dirigeant, il veut conquérir un marché. C'est-à-dire qu'il a d'autres ambitions pour l'entreprise de ce qui est fait actuellement. Donc, s'il ne partage pas cette vision-là, s'il ne partage pas ces enjeux-là, dans le monde agile, il y a un terme qu'on utilise, c'est on parle de vélocité. L'équipe, elle se dit, alors on va parler de vitesse ou de capacité à délivrer de la valeur, elle a une bonne capacité. Lui, en fait, quand il m'appelle, des fois, c'est me dire, non, mais il ne délivre pas assez, il faudrait qu'il délivre plus. Mais est-ce qu'ils le savent? Est-ce que tu en as parlé? À quoi ça servirait? Quel serait l'intérêt pour les collaborateurs d'aller à la conquête de tel ou tel marché? Partageons-le. Et c'est de ce partage-là qu'on va construire. On va construire finalement une roadmap, mais une autre roadmap, non pas de plan d'action, puisque le plan d'action, on va l'étayer ensuite avec les collaborateurs. C'est ce fameux retour sur investissement dont vous parlez. C'est ensemble, toi, où est-ce que tu veux les amener? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux gagner 3 territoires de plus? Pour faire quoi? Comment? Tu vas leur partager. Qu'est-ce que ça rapportera à l'entreprise? Mais ça veut dire croissance. OK, tu as 100 collaborateurs, tu veux passer à 350. Quel intérêt? La complexité, tout ça. C'est vraiment appréhender. Donc, la clé de tout ça, c'est la mesure. Ça, c'est super important. Et donc, il y a une phase un peu où on va poser, faire une sorte qu'on appelle ça, pas d'inventaire, mais un état des lieux. Et de cet état des lieux, c'est regarder là où se situent les équipes, là où elles pensent se situer, avec souvent de l'autodiagnostic, pour ensuite, ensemble, avec le dirigeant, construire et qu'il partage les enjeux et cette conquête, ces défis où il voudra amener ses équipes. Ça, c'est le point clé, parce que sinon, effectivement, ça va être une démarche pour la démarche, ça va être une transformation. Et puis finalement, les équipes, ce qui va se passer, ce que j'ai vu dans certaines entreprises, c'est la frustration. C'est, au contraire, ils sont totalement désabusés. C'est-à-dire qu'il y avait un mode de fonctionnement, il n'y a pas eu d'état des lieux, il faut faire mieux, il faut faire plus loin, et ils font. Et des fois, ils font mieux.
mais ça ne va pas assez. Ce n'est pas encore assez vite. Mais pourquoi? Comment? Et puis à un moment donné, ça devient pire qu'avant. Donc ça, c'est important, je dirais c'est la mesure pour tout. Alors, il ne faut pas non plus avoir 100 indicateurs, ce n'est pas ça, mais il doit y avoir des choses claires pour amener le pourquoi on fait tout ça. D'accord? Et ça, c'est important. Et dans toute la chaîne de fabrication, c'est ça qu'il faut aller voir pour vraiment avoir les tenants aboutissants et vers quoi on veut travailler. Donc moi, mon travail et mon épouse, ça va être ça, c'est d'aider la personne à y voir clair et arrêter d'avoir des avis, quoi. Combien de fois je vois d'entre eux qui disent « Non, mais ça ne va pas, il faut travailler sur ça, il faut l'améliorer. »« Ah ouais, tu as raison, Poudio, on ne le fait pas, il faut l'améliorer. » Et finalement, quand on l'a fait, il dit « Mais au fait, qu'est-ce qu'on a amélioré en faisant ça ?»« Ah ben rien, c'était pas sur le schéma critique. » Mais finalement, et c'est souvent ça, on crie au loup et on travaille sur ce truc-là, alors que finalement, c'était pas dans le bon retour sur investissement, il n'était pas situé à ce moment-là. Et comme son nom l'indique, retour sur investissement, c'est on veut investir quoi pour en retirer quoi en fait finalement. Si j'investis sur l'humain, qu'est-ce que j'en retire? Si j'investis sur mes collaborateurs, ben, j'en retire fidélité, implication, engagement, proactivité. Donc c'est là où aux dirigeants, je dis, ben, voilà, regarde ce qu'ils vont gagner, quoi. Ils vont se bonifier. Et après, une fois qu'ils vont faire ça, la conséquence sera qu'on va délivrer plus. Est-ce que vous auriez une autre question? Est-ce qu'éventuellement, il y a une question? Alors en fait, ce n'est pas forcément dans le cadre de l'entreprise, ça sera plus dans le cadre du sport. En fait, comment vous arrivez à motiver une équipe après qu'elle ait, par exemple, réussi son plus gros objectif? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, moi, je suis sportive de haut niveau et mon problème, c'est après avoir gagné mes championnats, ce qui est difficile, c'est de relancer un processus de motivation sur un autre objectif. Et en général, pour l'instant, la seule solution que moi j'ai trouvée, c'est de couper un petit peu avec le monde du sport, m'occuper de ma famille, et ensuite repartir sur une nouvelle saison, etc. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez une solution, comment vous remobilisez vos troupes pour redevenir compétitif. Ça marche. On est un peu sur du retour sur investissement, mais au niveau de l'humain et de l'individu. Ce qui est important dans cette démarche-là, et ce que moi j'ai vécu dans le sport, alors vous parliez là de succès, c'est bien, moi c'est dans les échecs que j'ai... je vais prendre juste cet exemple-là. Je ne sais pas combien de temps, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le temps qui me reste? 8 minutes à peu près. Ok, merci. C'est ça? 8 minutes, ok. 5, ok. Excusez-moi. J'ai des équipes voilà, qui j'entraîne dans le volley, donc jeunes à seniors, avec chacun ses problématiques psychologiques, ses compétences. Hein. Forcément, avec des seniors, il y a des choses qu'elles savent faire au niveau technique, mais au niveau mental, il y a d'autres choses qui vont se rajouter. La peur notamment, la peur de mal faire. Et souvent, la limite entre trop bien faire et la peur de mal faire, on ne sait pas où elle est. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, je veux tellement bien faire que le château de cartes, il tombe. Et après, j'ai tellement peur de mal faire que je n'ose pas faire le premier pas. Et finalement, je ne fais rien. Le résultat, du point de vue extérieur, est le même. Donc, dans l'échec, là où j'ai vu les plus beaux succès, c'est d'arriver, moi, dans ce que je faisais, ce que vous avez peut-être rencontré, c'est oublier ce match. Et dans mes coachings, je vais faire vraiment raccourci, là, qu'on n'a que 4 minutes maintenant, on a perdu le match. Et dans les équipes que je coach, c'est-à-dire, vous l'avez perdu. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Maintenant qu'on a appris qu'on allait perdre, qu'est-ce qu'on décide d'apprendre? On va apprendre à jouer ensemble dans un match qui est perdu. On va apprendre à garder les bons gestes. On va garder ça. Et des équipes comme ça que j'ai eues, finalement, en réfléchissant aux gestes qu'on faisait, et du coup se donner des petites échéances, des petites étapes, et je parlais d'incréments, on parle de petits pas d'itératifs, c'est finalement, si on fait un petit geste qui fonctionne, si on fait une petite action qui marche, et finalement à l'échelle, ça va fonctionner. Et ce n'est pas du contre-coaching ou de l'anti-coaching, c'est le fait de dire à un moment donné, de travailler sur finalement, on va descendre d'un cran sur nos ambitions, plus petites ambitions, atteignables, et petit à petit, on va à la conquête. Et éventuellement, on arrive à gagner. Si on arrive à gagner cette équipe-là,
À un moment donné, on va aller chercher ce que veulent chacune des personnes sur le terrain. Il y en a certaines, c'était « oui, ce match, on l'a gagné » ou « oui, ce projet, on l'a fait, mais ça manquait de fun ». Mais pourquoi ça manquait de fun? Et il y a des matchs que j'ai perdus, il y a des projets, certaines itérations, en Scrum, on appelle ça des sprints, où on n'a pas réussi, mais d'autres, on a réussi. Et lors de la rétrospective, ou lors du bilan de match, ça a été se dire « ok, mais la prochaine fois, je préfère perdre, mais qu'on ait le sourire ». Parce que moi, si je viens avec vous jouer tous les jours, c'est OK parce que ce sport me plaît, c'est OK parce que cette technologie me plaît, parce que faire ça, ça me plaît. Mais si ce n'est pas pour m'amuser avec vous, si ce n'est pas pour faire chanter ma créativité, ça ne sert à rien que je sois là. Et donc, dans ce que je vois là, c'est l'aspect frustration dont je parlais. Et je le vois par certaines personnes qui se surengagent des fois, c'est finalement il y a quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été touché, ou qui n'a pas vibré, ou parce qu'il a vibré, ça va aller chercher quelque chose à d'autre. Donc c'est plutôt, on va aller sur du coaching individuel pour chercher ça. Ça veut dire qu'on est un peu dans... On cherche un peu à... On est à la course, à la conquête, mais à un moment donné, ça veut dire que ben voilà, j'ai fini premier du championnat et c'est pas assez, qu'est-ce que je cherche à faire? Donc personnellement, et ça c'est important, et dans les équipes, ce que je vois, ça va être ça. C'est en fait, chacun de vous, c'est arriver aussi à, justement, auprès de l'équipe, partager vos ambitions personnelles, vos envies, ce qu'on appelle les motivations, d'accord? Et motivation et émotion, vous savez que c'est la même chose, hein? C'est motion, c'est la mise en mouvement. S'il n'y a pas d'émotion positive, je ne donne rien à l'équipe. S'il n'y a pas de motivation qui me nourrit, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. Donc en fait, chacun de vous, l'objectif, c'est de réveiller voilà, ce potentiel qu'il y a en vous et d'aller un petit peu scruter ce que vous pouvez donner et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et comme ça, vous serez totalement épanoui, quoi. Voilà. Merci à tous et merci d'être venus. Merci pour ceux qui sont connectés. Et bonne suite pour la mêlée aujourd'hui lors du Joystick.